Bon, bah, bonjour Michaela. Bonjour Je Lyra. je suis, vraiment ravi de t'accueillir, dans l'émission, Génération, 120 ans. Bienvenue. Merci. Je suis très contente d'être ici. Je te remercie. Bah, pareil. Écoute, dans cet épisode, on va parler du régime, AIP, qui veut dire Auto-Immune Protocol, qui est un régime, très particulier et qui pourrait, d'après ce que j'ai compris, du peu de connaissances que j'ai eues sur ça, qui pourrait aider les personnes, souffrant donc de maladies inflammatoires et même auto-immunes à mieux, supporter, leur maladie et même potentiellement à se guérir. Alors on va pouvoir en discuter de tout ça. Ouais. Donc je suis très curieux, par rapport à ça et c'est pour ça que je suis, très content que tu sois, là parmi nous pour nous parler un peu de tout ça puisque c'est ta spécialité. Aujourd'hui, tu accompagnes de nombreuses personnes au quotidien à retrouver leur santé grâce à ce protocole et voilà, c'est l'idée de cet épisode. L'idée aujourd'hui, Michaela, c'est de comprendre, les enjeux de ce régime particulier, c'est de comprendre qui peut le faire, qui ne peut pas le faire, comment ça fonctionne, dans quelle mesure, les bénéfices que ça pourrait apporter et éventuellement des conseils pour commencer à le mettre en place, dans sa vie quotidienne. Donc voilà, Avec plaisir. Oui, donc est-ce que ça te va ça va Michaela? très bien. Oui, oui, c'est parfait. Alors dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, voilà, pour expliquer à nous tous et en particulier les auditeurs, auditrices, qui tu es. D'accord. Alors, je suis nutrithérapeute et coach AIP, protocole auto-immune, dont on va parler en détail plus tard. Je suis aussi en train de terminer une formation en médecine fonctionnelle. Et donc, j'utilise une approche holistique et fonctionnelle combinée à la nutrithérapie pour aider les gens qui souffrent des maladies inflammatoires chroniques. Même si je n'aime pas trop le mot chronique, on parlera de cela. D'accord, OK. Mais disons, les gens qui souffrent de maladies auto-immunes, de la maladie de Lyme, les syndromes post-virales et tous problèmes qui sont liés aussi à la flore intestinale, dysbiose, small intestinal bacterial overgrowth. D'accord. Donc tout ça, c'est, le point commun de toutes ces choses-là, c'est que ce sont des maladies, inflammatoires, c'est ça? Exactement. Donc, ils ont un certain degré d'activation de le système immunitaire, de suractivation de le système immunitaire au d'épuisement. Donc, c'est un moyen pour aider le système immunitaire à avoir un peu plus d'espace et s'occuper des vrais pathogènes, disons. Je vais vous expliquer plus dans les détails, mais OK, tout inflammation vient d'une hyperstimulation, d'un épuisement du système immunitaire. OK et donc à plus ou moins à des degrés, il y a des maladies qui sont très inflammatoires et d'autres qui sont beaucoup moins inflammatoires et qui sont, Exactement. c'est ça? Donc, il y a des degrés d'activation de le système immunitaire, Mmh. en dépendance de quelle partie du système immunitaire est impliquée. Disons là, le système immunitaire inné, par exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'activation des mastocytes, d'un syndrome d'activation des mastocytes post-viral. C'est la première ligne de défense. C'est les sentinelles de notre système immunitaire. Et donc, ils sont dans les barrières de notre corps, dans la peau, les sinus, de l'autre côté de la paroi intestinale. Donc, sont les premiers à être sollicités lorsque des pathogènes traversent les barrières de notre corps. Donc, on peut voir cette partie de le système immunitaire activé ou quand il s'agit des systèmes immunitaires adaptifs, donc c'est la partie du système immunitaire qui a une mémoire, qui se rappelle de certaines pathogènes. Là, il y a une production d'anticorps vis-à-vis de certains antigènes. Et là, alors, on est dans le cadre des maladies auto-immunes. Donc, il y a tous différents degrés d'activation et des degrés inflammatoires, indépendance OK. de quelle partie, aussi tous les parties, parce qu'on voit très souvent, malheureusement, les tout Ouais. ensemble. OK. OK, d'accord, ça marche. Donc avant de rentrer un peu plus en détail dans tout ça, tu as dit le mot fonctionnel parce que tu fais de la médecine fonctionnelle. Oui, Est-ce que tu pourrais,
donner une définition, expliquer ce que c'est et peut-être les différences avec la médecine conventionnelle? Oui, alors, je crois profondément qu'une approche fonctionnelle est nécessaire aujourd'hui. Vous, les types de maladies qui on fait face tous les jours. Et les différences sont plusieurs. Alors, on va comprendre mieux si je vous donne bien les différences. Alors, en premier lieu, la médecine fonctionnelle, elle est investigatrice. Donc, elle va chercher l'origine du problème et s'arrête pas au niveau des symptômes. Je ne dis pas tout le temps que la médecine traditionnelle fait cela, mais c'est très souvent le cas qu'on essaye de modifier, cacher, éliminer les symptômes et on s'arrête à ces moments-là. Par contre, la médecine fonctionnelle va voir, mais cette symptôme, c'est la manifestation de quoi? De quel type de dysfonction, de où ça vient? Et donc, c'est clairement plus compliqué, ça prend plus longtemps, mais ça peut après amener à des résultats sur le long terme, disons. Hein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'elle est holistique. Donc, qu'elle considère le corps comme un ensemble de parties interconnectées. Donc, on ne peut pas considérer un système et dans les vides et ne pas prendre en considération les autres systèmes. C'est là, ça devient, à mon avis, de plus en plus nécessaire. On découvre, heureusement, qu'il y a besoin de regarder un cadre général interconnecté. Elle est intégrative, donc n'exclut pas des interventions médicales si nécessaire ou d'autres approches. Elle donne beaucoup de place aux patientes. Je trouve la médecine traditionnelle ne fait pas autant, dans le sens qu'on essaye d'éduquer les patients sur sa condition et lui donner les outils pour la gérer, devenir un acteur, l'acteur principal dans son processus de guérison. Et de là, la dernière différence qui est très importante, que la médecine fonctionnelle est préventive. Donc, on essaye de regarder au dysfonctionnement, justement, avant qu'il a une manifestation précise. Et donc, cette diagnostic, on est très lié aujourd'hui, il faut donner un mot pour toutes les maladies, mais on essaye de prévenir les moments où la maladie est conclamée et donc corriger la dysfonction avant que ça soit trop tard. Ok. Donc ça, c'est toutes les différences entre médecine conventionnelle et fonctionnelle. Donc globalement, c'est prendre le temps d'être avec le patient et puis on va dire l'étudier entre guillemets dans son ensemble pour pas corriger les symptômes et les cacher, mais aller vraiment à la cause racine pour voilà, pour vraiment corriger le problème d'un Oui. fond en comble, quoi. Je peux te donner un exemple qui peut-être va aider à comprendre. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes filles qui souffrent de certains types de syndromes métaboliques, disons, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est un umbrella, donc c'est un terme qui contient beaucoup de symptômes et de manifestations. C'est pas nécessairement complet, donc il faut pas avoir tous les symptômes pour avoir ce syndrome. Je peux te donner l'exemple d'une jeune fille qui commence à avoir des manifestations d'acné, par exemple, autour de ses 20 ans, ou des règles irrégulières. Donc elle va chez son médecin et le médecin lui donne la pilule. Donc, les symptômes vont disparaître, elle va plus avoir des règles, donc elle va avoir une régularité, et l'acné va diminuer, mais les problèmes à la base restent là-bas. Et donc, quand elle aura 30 ans, elle aura envie de faire des enfants, elle quitte la pilule, elle se retrouve avec le même problème, et à ce moment-là, plus important, parce que après, normalement, il y a une répercussion sur la thyroïde aussi, et donc, il risque d'avoir des problèmes de fertilité, parce qu'on n'a pas regardé à l'origine du problème au moment où il fallait le faire. Donc, je crois que c'est très important de construire cette approche et d'aller voir d'où ça vient. Les symptômes, ce n'est qu'une manifestation. Donc, on essaye vraiment d'aller
les plus loin possible dans ce qu'il y a à la base. Donc, il y a aussi, par exemple, on utilise des tests, des prises de sang qui sont beaucoup plus larges de ce que la médecine traditionnelle fait pour aller voir des carences, des déséquilibres hormonaux. Donc, avant que cela devienne pathologique. La plupart des temps, ce type de conditions, surtout les maladies inflammatoires chroniques, prennent des dizaines d'années à se mettre en place. Ah oui, une dizaine d'années. Mais oui. D'accord. Donc, les signes sont normalement là depuis très longtemps. Mais cette, pas je dis manie, mais un peu cette habitude de devoir donner un nom à toutes les conditions fait que, par exemple, disons, il y a un mécanisme auto-immune en place à niveau de la thyroïde, cela s'appelle Hashimoto. On attend jusqu'il y a un dommage vrai à niveau de la thyroïde, alors on donne les médicaments. Lorsque on pourrait corriger les mécanismes même et éviter que cela dégénère dans la maladie et à la condition jusque la thyroïde est devenue tellement petite qu'il ne produit vraiment plus les hormones. Donc il y a plein de choses à faire vraiment pendant des dizaines d'années avant. Et là, c'est l'autre chose qui, je pense, important de souligner à niveau de la médecine fonctionnelle, c'est qu'on voit maintenant, on sait, avant, on pensait que les maladies sont dans notre code génétique et qui sont figées et qu'on ne peut rien faire. Là, on découvre au contraire que ce que nous mangeons, l'environnement auquel nous sommes exposés, les styles de vie que nous avons détermine, elle est moteur principal de toutes les maladies humaines, tous. Il y a des études qui prouvent qu'au 90%, cela a un impact sur le développement de maladies. Donc c'est l'épigénétique, c'est ça? Pardon? C'est l'épigénétique. Exactement. Donc, on appelle génome les codes génétiques qui on a de notre parents. Et épigénome, les substances chimiques qui peuvent modifier cette code génétique pour les générations à venir. Et exposome, donc tous les facteurs pas génétiques dont nous sommes exposés dès la conception jusqu'à la mort. Et c'est là a l'impact le plus fort sur notre santé et sur la maladie. Et là, on a un pouvoir énorme. C'est super intéressant. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est qu'on peut influencer du coup nos gènes pour potentiellement guérir des maladies qu'on pourrait avoir en amont, en tout cas où on serait prédéterminé, ou renverser la tendance si voilà, il y a une maladie qui s'est déclarée grâce à un travail quotidien de changer une partie de la génétique. Oui, alors l'épigénétique, c'est plus compliqué que ça parce que ça a les effets les plus importants sur les générations après et à venir. Mais on peut quand même, si on regarde au exposome, on peut éviter de développer certaines maladies. Donc, on a peut-être une prédisposition génétique, mais grâce à un contrôle sur l'exposome, sur notre alimentation, habitude de vie, et environnement, on peut éviter de le développer. Et après, on peut faire que nos enfants ont beaucoup plus de chances de ne pas le développer. Donc, voilà. Ok, super intéressant. Donc, l'exposome, je connaissais pas ce terme, donc merci d'avoir expliqué. Il y a un truc que tu as dit que ça m'a interpellé, c'est le fait que ça peut venir plusieurs années en amont déjà. On peut être dans un état qui peut provoquer par la suite des grosses maladies inflammatoires. La question que j'ai envie de te poser, c'est comment savoir si on est dans cet état-là? Parce que si d'un coup, demain, on a une grosse maladie qui se déclare, mince, ça veut dire que 10 ans en amont, j'étais déjà, ou quelques années en amont, j'avais déjà des signes. Mais est-ce que il y a des moyens de savoir tout ça? Alors, il y a des moyens, donc ça dépend beaucoup de quel type de maladie on parle, mais il y a des signes à l'avance, il y a des conditions, disons, qui vont prédisposer
à développer certaines maladies inflammatoires chroniques et les maladies auto-immunes. Une de celles-là, qui c'est toujours à la base de beaucoup de maladies inflammatoires et des maladies auto-immunes, est l'hyperperméabilité intestinale. Donc, la condition dont notre intestin est un prédicteur vraiment de l'inflammation. Donc là, malheureusement, c'est un peu épidémique, cette hyperperméabilité intestinale. Donc parce que l'intestin doit être un peu perméable, parce que c'est le lieu où on absorbe les micronutriments. Donc il y a qu'une couche de cellules. C'est pour cela que c'est délicat à ce point-là. Mais aujourd'hui, cela devient trop perméable trop tôt. Donc, à cause des médicaments que nous utilisons, il y a plein, les antibiotiques, les antiacides, les anti-inflammatoires, des ondes électromagnétiques, malheureusement, les stress, on a un niveau de cortisol trop élevé, rendre notre paroi trop perméable. Donc, quand la paroi devient trop perméable trop tôt, il y a tout genre de pathogènes vrais, donc des virus, des bactéries, des parasites, des métaux lourds qui traversent la paroi de l'intestin, mais aussi d'autres éléments qui ne devraient pas être forcément pathogéniques, type la nourriture qu'on mange, et cela c'est à la base du mécanisme auto-immune. Et du coup, il y a des morceaux, disons, des nourritures qui n'est pas coupées dans la forme absorbable. Ça serait dans le cas des protéines, des aminoacides, par exemple, que notre corps peut utiliser pour faire des muscles ou des neurotransmetteurs. Du coup, ça reste en séquence de petits aminoacides et le corps ne sait pas quoi faire avec. Et donc, il va monter une réaction. Donc, il va solliciter, donner l'alerte au système immunitaire parce qu'il pense que c'est pathogénique. Et dans ces processus-là, l'inflammation monte. Donc, et après, c'est le mécanisme de la maladie auto-immune qui implique le système immunitaire adaptif. Il est tellement sollicité qu'il perd la tolérance vis-à-vis de ceux qui arrivent de l'extérieur. Il commence à ne plus faire partie entre les protéines qui arrivent de l'extérieur et c'est là qui forment les tissus de notre corps. Alors, OK. Alors juste, pour être sûr que j'ai bien compris, donc en gros, on a chacun un intestin normalement, si tout va Ouais. bien et cet intestin, il est plus ou moins, perméable. Donc perméable, c'est-à-dire laisser passer, des choses. Donc s'il est perméable, c'est pour, justement absorber les micronutriments. Oui, Donc micronutriments, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur même de l'aliment, c'est les vitamines, les les minéraux, vitamines, les oui, minéraux et cetera. oui. Donc il est perméable, suffisamment perméable pour absorber, donc les micronutriments de ces aliments qu'on mange. Sauf qu'aujourd'hui, à cause de différents facteurs comme le stress, les antibiotiques, la pollution, peu importe, enfin tout ce que tu as Et aussi la énuméré qualité de la flore, oui. et la qualité de la flore, ah oui, d'accord. La Ouais. qualité de la flore, l'intestin devient beaucoup plus perméable, donc attends, j'arrive pas à le C'est prononcer, difficile, je sais. hyperperméabilité. Hyperperméabilité, yeah, oui. Voilà, et ce qui fait Liquigat, que oui. Mm. comment tu as dit? C'est plus facile. Liquigat, en anglais, Ah, c'est simple. leaky gut, voilà. Ah bah, Ouais. ça me va mieux. English. Leaky gut et ce qui fait qu'on va absorber beaucoup plus ce que l'intestin devrait absorber, donc il va absorber des virus, c'est ça? Il y a une translocation des toxines exagérée. Donc, certaines choses sont tout court pathogéniques, mais certaines d'autres pas. Et donc, si après on a une flore qui a une fermentation bactérienne élevée, donc il y a trop de bactéries, il y aura plus d'endotoxines et donc c'est là vont transloquer. Donc il y a trop de passages. C'est tout. Donc il y a trop de passages et donc même des choses qui sont normalement, pas pathogènes, qui sont sains, bah, se retrouvent absorbées et quand ça va absorber, ça va dans le corps du coup, enfin de Ça façon simplifiée, ça va dans le sang ou des choses C'est comme ça? dans le cercle sanguin, justement. Donc, de OK. l'autre côté, pour décider ceux qui peuvent rentrer et ceux qui ne doivent pas rentrer, il y a OK. justement le système immunitaire avec tous ces, les mastocytes en premier
qui vont faire cette action de alerter le système immunitaire s'il y a quelque chose de pathogénique. Et le processus de cet travail est un processus inflammatoire. Chaque fois, ils vont relâcher des médiateurs inflammatoires, les cytokines, les histamines, tout cela qui donne un niveau d'inflammation élevé. Donc, pour revenir à ta question à la base, cela provoque un état inflammatoire. Donc, il y a des marqueurs qu'on peut voir dans les sangs. Il y a des tests qu'on peut faire au niveau de l'intestin parce que très souvent, l'origine de certaines, pas tout, mais voilà, une maladie chronique inflammatoire est là. Et donc, on peut essayer de corriger ce processus. D'accord. Donc, ouais, c'est-à-dire que plus ou moins chacun à son niveau il va avoir déjà des réactions inflammatoires de base, peut-être tout petit peu, parce on est tous en confrontation avec des virus, des choses comme ça. Oui. Mais c'est le fait qu'il y en a beaucoup trop tout le temps, et même même la nourriture qui sont pas censées être pathogènes, ça va alerter justement le système immunitaire qui va se défendre avec cette réaction en envoyant des cytokines, c'est ça, ou des mastocytes. Et voilà, et c'est ça, à force de répétition et de force, que ça va faire être de plus en plus inflammatoire, et donc arriver à créer des maladies vraiment chroniques, inflammatoires élevées. Exactement. C'est en particulier le processus qui est en acte dans les maladies auto-immunes. Donc, on laisse cet état inflammatoire en place pendant trop longtemps. Le risque, c'est qu'après, le système immunitaire n'arrive plus à faire partie entre les molécules qui arrivent de l'extérieur et les molécules qui font partie de notre tissu. Ça s'appelle molecular mimicry. Ils sont trop pareils. Et donc, ils commencent à attaquer ce que vous mangez. Prenons l'exemple de gluten. Il y a la protéine qui s'appelle gliadine, qui s'y rentre et qui n'est pas bien digérée. Le corps attaque la gliadine et le tissu de la thyroïde est très pareil de la séquence d'aminoacides de la gliadine. Et donc, chaque fois que vous mangez du gluten, il commence à attaquer votre thyroïde. Au début, c'est pas évident. Donc, on a des symptômes inflammatoires et on a la tendance aujourd'hui à les discharge, donc à les mettre d'un côté, à ne pas les pensées qui sont importantes. On est toujours fatigué, on se réveille fatigué, on a du brouillard mental, on a des problèmes intestinaux, on n'arrive pas à se concentrer, on dort mal. Tout cela sont des symptômes inflammatoires qu'on devrait prendre sérieusement. Et aller régler, parce qu'on est censé vivre une vie pleine avec beaucoup d'énergie et pas tous ces symptômes. Donc aujourd'hui, on va dire, même des personnes qui sont a priori sains, on a tous plus ou moins des réactions inflammatoires qui sont là, mais peut-être minimes, mais qui petit à petit peuvent s'accumuler, devenir de plus en plus forts pour ensuite se manifester par des maladies chroniques. Et même de ce que je comprends, c'est que on peut avoir beaucoup plus tard des maladies auto-immunes. Moi, je pensais que c'était dès la naissance, on pouvait savoir si on... Pas du tout. Alors, avec non, ça vient... les maladies auto-immunes, en fait, pour parler en particulier de cela, et parce que je t'expliquais ce processus qui est typique. Après, il y a plein d'autres facteurs et d'autres conditions qui ne forcément n'impliquent pas l'intestin. Mais disons, pour une maladie auto-immune, par exemple, il faut avoir une certaine prédisposition génétique, donc une certaine familiarité avec l'auto-immunité. D'accord. Un environnement toxique, donc une exposition à un niveau élevé de toxines. Et il y a toujours un facteur déclencheur. Donc, il y a soit une infection virale, et on découvre de plus en plus que c'est effectivement le cas dans plein de maladies auto-immunes, qui en fait ils ont l'origine d'une infection virale. Et vous qui ça prend tellement longtemps après pour se manifester sur un tissu, sur un organe, on ne fait plus les liens. Mais là, ça commençait, par exemple, avec le virus de la mononucléose. C'est très souvent le cas. Ou un grand stress, un trauma. Cela peut être aussi un facteur déclencheur.
Donc, toutes ces choses doivent se mettre en place. Donc, c'est pas donné. Quelqu'un peut avoir des symptômes inflammatoires pendant une période de la vie parce qu'il vit un moment de stress, etc. Et après, les choses se mettent en place parce qu'il a des habitudes de vie saines. Et donc, ça va pas progresser. Mais tous ces signes inflammatoires peuvent être là vraiment des dizaines d'années avant, avec des carences, avec des déséquilibres au niveau de la flore intestinale ou des déséquilibres au niveau des hormones, etc. Il y a des petites alarmes qui peuvent être en place des années à l'avance. Et après, indépendamment de ce qu'on fait avec, on peut l'éviter ou pas. Malheureusement, aujourd'hui, on est tellement sollicité à niveau d'infection que c'est pas facile. On a une couche après l'autre Ouais. de sollicitations. C'est pour cela que ça devient de plus en plus important de faire attention à ce qu'on mange. Ouais, ouais, bah, tout à fait, c'est de ça qu'on va parler, principalement de toute façon, c'est l'idée. Juste pour terminer avec tout ça, ouais, donc l'idéal, a priori, c'est que tout le monde devrait être dans la prévention et faire peut-être de ce que tu dis, c'est des analyses ou en tout cas des choses un peu plus poussées, pour voir s'il y a des choses qui vont pas, au niveau de la flore intestinale et peut-être au niveau des carences aussi. S'écouter, et donc s'écouter vraiment, savoir ne pas mettre de côté certains symptômes qui ont dit comme normaux. Par exemple, moi, pendant des années, je pensais que ma fatigue était normale, mais c'était pas normal du tout. Et donc, j'ai poussé mon corps jusqu'au bout parce que je me disais, mais oui, c'est parce que tu as des enfants et c'est normal. Non, c'est pas comme ça. Il faut, et moi, je me disais, c'est pas normal. Donc, écoutez-vous quand quelque chose ne va pas, c'est parce que ça ne va pas. Et donc, là, c'est le moment pour le corriger. Ne pas attendre que ça se manifeste de façon ciblée. Parce que le processus inflammatoire peut être en place depuis des années. Et après, finalement, aller cibler un tissu, un organe, mais on peut éviter cela avec beaucoup des outils entre la nourriture. Donc ouais, autant faut être beaucoup dans du coup, l'écoute et la prévention et parce que il faut partir du principe que une fois que la maladie se déclare, bah, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux et contraignant de revenir dans un état potentiellement Oui, normal, quoi. parfois on a des dommages au niveau de l'organe qu'on peut pas Et ouais, corriger. ouais. Donc, si on laisse la thyroïde, par exemple, et c'est la pratique normale de la médecine traditionnelle. Je dois encore trouver quelqu'un qui m'a dit qu'il était qu'il était donné des outils pour éviter de prendre des médicaments. On attend jusque la thyroïde est complètement dysrégulée et après on donne des médicaments. Ouais. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avant, donc pour éviter de devoir être sous des hormones substitutives. Parfois c'est vrai, et je pense qu'un des problèmes à la base est là, que tout ces mesures qu'on peut mettre en place, ben c'est du travail, c'est des efforts, Ouais, et c'est ça c'est le problème. difficile, c'est long, ça coûte de l'argent, donc c'est pas facile. Et je pense que les médecins traditionnels ne veulent pas impliquer les patientes dans des schémas qui sont difficiles. Mais les gens sont très prêts à prendre dans leurs mains leur santé. Par contre, je trouve la plupart du temps qu'ils sont prêts à faire des changements et des efforts. Pas tout le monde, malheureusement. Non. On est très habitué à ce mécanisme de dire ok, j'ai mal, je prends une pilule et c'est parti. À la place d'aller voir pourquoi j'ai mal et qu'est-ce que je peux faire et mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour éviter que ça se dégénère. Mais voilà, je pense qu'un des problèmes, c'est ce qui en fait pas ce type de travail, c'est parce que effectivement c'est difficile. C'est difficile et on n'est peut-être pas assez au niveau de l'éducation responsabilisé à prendre en charge sa propre santé. Ouais. C'est-à-dire on a tendance peut-être, je me trompe, mais à être passif et moins dans la proactivité
et se dire: «Bon, bah, je prends des choses, c'est facile» et parce que c'est vrai, hein, il faut pas se le cacher, on va en parler avec le régime, c'est que c'est des choses qui sont très contraignants, ça prend du temps, on voit pas forcément toujours les efforts. C'est difficile surtout dans un environnement où on a tout de suite, où, on a plein de plaisirs, où, voilà, tout est «simple» entre guillemets et donc on n'est pas forcément prêt à être dedans parce qu'on se dit: «Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je vais y arriver?» Exactement. Et puis la médecine traditionnelle, je pense, n'encourage pas forcément à aller dedans et Voilà. puis l'environnement n'encourage pas forcément à aller dedans donc finalement on se dit: «Mais je suis impuissant, je sais pas ce qui se passe» et c'est pour ça en fait l'idée pour revenir à ce podcast, c'est de donner des pistes aux personnes et c'est d'ouvrir le champ des possibles et se dire qu'il y a des choses qui sont possibles de faire, qu'on peut être dans la prévention, qu'on peut faire des choses pour améliorer sa Ouais, santé et qu'il faut pas être forcément dans la fatalité et que le plus important, c'est de se prendre en charge, pas attendre que les choses tombent dans le bec et plutôt aller soi-même, pêcher et trouver les bonnes informations et expérimenter, par absolument. soi-même. Et c'est pour ça que je pense que c'est très, très important de faire ce travail de sensibilisation des gens parce que, au moins dans ma expérience, je trouve qu'il a un très grand résistance en fait à cela, à faire apprendre sa vie en main, ça prend du travail, des efforts. C'est C'est un un travail d'une travail. vie, Donc, c'est il faut savoir que cela marche pour être motivé à le faire. C'est pour cela, moi, je passe la moitié de mes consultations à expliquer les choses, ouais. vraiment dans les détails, parce que comme ça, l'autre comprend pourquoi je te demande de ne pas manger une liste interminable de choses. Si tu ne comprends pas pourquoi, tu ne peux pas le faire. Ah non, c'est ça, il faut avoir une raison. Et après, mais si on comprend, alors on dit ok, voilà, effectivement, je peux faire cet effort et au bout de quelques semaines ressentir les bienfaits. Alors là, on va comprendre Ouais. finalement quel impact ces types de changements peuvent avoir sur notre santé. On ne le sait pas parce qu'on ne le fait pas. Tant qu'on le vit pas, tant qu'on le voit pas, on n'y croit pas ou Non, je, on veut pas y croire. je peux pas te dire le nombre de gens qui sont étonnés et qui a au bout de la deuxième consultation, je dis waouh, je n'aurais jamais pensé que juste changer mon petit déjeuner m'aurait changé la façon dont je me sens. Mais oui. Ça veut dire on peut plus boire de jus d'orange, de pain et de beurre le matin, mince. Tu veux Plus de les mauvaises cornflakes. nouvelles, je te les... Bon, restez avec nous, vous inquiétez pas, c'est provisoire. OK, bah, écoute, c'est super intéressant tout ce qu'on vient d'aborder, tout ce que tu viens de dire. On va pouvoir, du coup plonger dans ce que tu as dit. Le la 1re chose, qui est à notre portée, pour améliorer notre santé, donc c'est l'alimentation et toi tu es spécialiste du protocole AIP, donc Auto-Immune Protocol, Oui. qui est un régime, très particulier. Est-ce que tu peux, déjà dans un premier temps expliquer, globalement, ce que c'est et après on va rentrer plus ou moins dans les détails et peut-être raconter aussi, ton histoire si tu as envie de comment tu es arrivé Oui, jusque-là? oui. Alors je démarre avec ça parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais, Bah, j'ai toujours souffert de plusieurs problèmes à niveau intestinal dès que j'ai mémoire, mais disons j'ai eu une crise au niveau de santé plutôt importante il y a 10 ans quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et là j'étais vraiment voilà, mon corps avait complètement lâché, je ne fonctionnais plus. J'allais très mal, mais j'allais chez les médecins et les médecins me disaient que tout allait bien, que tout était dans la norme et que je n'avais rien et que tout était dans ma tête, disons. C'est vrai que j'avais beaucoup de symptômes neurologiques dont je dormais plus, voilà. Et donc, beaucoup de ces symptômes étaient tellement bizarres qui aussi ça n'a pas aidé. Donc quand on va chez les médecins, il y en a une liste de symptômes qui ouf, ouais, on se sent déjà un peu fou quoi. Donc ouais, n'avait pas aidé, mais voilà, j'allais de médecin à médecin et la seule chose que je recevais c'était des médicaments.
Et donc, j'avais des somnifères, des benzodiazépines, des antibiotiques, des cortisons, parce que à ce moment-là, j'avais développé aussi des infections. Et j'allais de pire en pire. Et finalement, j'avais aussi des antipsychotiques. Donc, j'étais, voilà. Au ras des pâquerettes. Donc, ce que tu veux dire, c'est que petit à petit, ton état s'est dégradé Oui, et sans savoir vraiment ce que tu avais. C'est-à-dire que tu avais un ensemble de symptômes, tu dormais pas, tu étais pas très bien, tu avais tout un tas de symptômes et donc tu allais de médecin en médecin et sans qu'on puisse mettre un nom sur ça, sans qu'on puisse te exactement. dire ce que Oui. c'est. Et pour moi, c'était très étonnant parce que alors moi, je ne fonctionnais pas, je ne pouvais pas faire les escaliers, je ne pouvais pas tenir mes enfants dans mes bras. Ah oui. Mais il me disait que j'avais rien. Donc, je ne comprenais pas. Je disais, mais comment c'est possible que je ne fonctionne pas? Je suis en souffrance tout le jour et je n'ai rien. Ça me semble pas possible. Et donc, j'ai continué à chercher des réponses ailleurs et je fais tous les examens traditionnels, électroencéphalogramme, colonoscopie, gastroscopie, tous les examens qui regardent à la surface, mais voilà, pas l'univers qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, j'allais de pire en pire. Donc aussi, tous les médicaments qui m'étaient donnés pour couper les symptômes ne faisaient qu'ajouter un taux de toxines dans mon système. Et c'était ça, à la fin, le problème. Et trouver rien dans tes examens? Zéro, rien Ok. du tout. Chaque semaine, j'allais à les urgences une fois par semaine, toute seule. Ok. J'ai fait des examens hyper complets. Je suis allée à tout type de spécialistes. Il y avait absolument rien qu'ils voyaient. Ouais, Hein. ouais, Mais ouais. c'est Qu'ils pas voyaient, parce oui, avec qu'on leur ne voit connaissance. pas qu'il n'y a pas. Donc moi, je continuais, elle me disait, vous devez accepter la situation comme c'est, apprendre à vivre avec. Ouais, Merci. c'est pas vraiment dit. Hein. Et donc j'ai continué à chercher mes réponses sur Internet. Merci World Wide Web. Donc là, Ouais. je faisais des comparaisons de mes symptômes avec des maladies et je voyais que ça pouvait correspondre soit à des maladies auto-immunes plutôt graves, type la sclérose en plaques ou la maladie de Lyme. Donc il y avait plusieurs choses, euh, voilà, qui sortaient pour moi. Et j'ai trouvé cet régime, le protocole auto-immune, qui apparemment dans les États-Unis à ce moment-là devenait de plus en plus populaire pour des maladies auto-immunes. Et vu que beaucoup de mes symptômes étaient dans ce cadre et j'étais complètement désespérée, je ne savais plus quoi faire, j'ai décidé de l'essayer. Et donc je l'ai mise en place toute seule, chose que je ne conseille pas à tout le monde parce que c'est pas facile et on peut faire des erreurs plutôt importante, mais ce qui après était évident, c'est qu'après 2-3 semaines de régime, la moitié de mes symptômes étaient moins 70% moins. Ah oui. C'était étonnant. Donc, j'avais une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis des mois, voire des années. Donc tout avait changé de façon incroyable, au point que j'étais vraiment euphorique, je ne savais pas quoi penser. Je disais, Tu avais waouh, découvrir la pilule magique, quoi. oui. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, dès là, vu l'impact qui est là-haut. Après, le parcours était beaucoup plus long et plus compliqué. Je ne vous cache pas que c'est pas du tout linéaire, disons, Oui. surtout quand on vient de loin, comme c'était mon cas. Mais j'ai commencé vraiment à avoir autre état de santé, petit à petit. Donc, on pas à la fois, mais vraiment, c'était une différence énorme. Et donc, dès là, j'ai voulu vraiment comprendre comment c'est possible que ce que je mange fasse une différence énorme à ce point. Pourquoi? C'est quoi? Et donc, je suis allée entamer les études de nutrithérapie justement pour comprendre tous
les mécanismes avec lesquels les minéraux, les micronutriments réagissent dans notre corps, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Et aussi, voilà, aussi pour prévenir pour mes enfants, vous que je lui donne mon code génétique et ma prédisposition, je dis ok, voilà, il faut que je trouve des outils aussi pour eux, pour faire face à cela si jamais ils ont hérédité comme ils ont ma flore intestinale par exemple, donc qu'ils puissent gérer cet état. Et donc les régimes lui-même, pour rentrer plus dans les détails de les régimes, est plutôt simple dans le sens qui est basé sur ce concept d'hyperperméabilité intestinale qu'on a vu avant. On élimine tout pendant une phase d'élimination qui dure entre 4 et 6 semaines, donc ça dépend de l'état de la personne. On élimine tous les aliments qui peuvent déclencher une réaction de le système immunitaire lorsqu'ils traversent la paroi de l'intestin. Donc on prend pas des risques, on enlève tout. Donc, OK. On enlève tout. On se retrouve avec une feuille de salade pendant 4 semaines. à la base, oui, c'est très restrictif en fait. Donc on reste, c'est plus facile de dire ce qu'avec on reste avec, que c'est des protéines animaux de qualité et des légumes de qualité. Mais on élimine vraiment tous les céréales, par exemple, les oléagineux, les œufs, pendant 4 semaines. Hein. Donc Okay. Donc ça, c'est la phase d'élimination la où phase d'élimination. Oui. Où donc on mange que, on va rentrer un peu plus en détail après peut-être, mais en tout cas, on mange que des légumes de haute qualité ou des, de la viande de haute qualité? Beaucoup de protéines de bonne qualité parce que, alors, on regarde aux aliments qu'on élimine parce qu'ils sont des aliments inflammatoires ou qu'ils ont un potentiel de déclencher une réaction immunitaire. Mais on regarde beaucoup à la microdensité nutritionnelle, donc au fait que ce qu'on mange nous permet de se réparer à niveau cellulaire. Donc, les protéines sont très importantes, de bonne qualité et beaucoup. Donc, on mange beaucoup de protéines animaux et beaucoup de légumes racines et de légumes verts pendant ces 4-6 semaines. On laisse le temps, ça c'est le temps organique que le système immunitaire inné nécessite pour cesser en réaction vis-à-vis d'un antigène spécifique. Donc, c'est le temps dont on a besoin. Hein. Après ces moments-là, si les symptômes sont, si on a un plateau clair, donc ce qu'on a besoin, c'est d'être dans un état un peu moins inflammatoire pour pouvoir reconnaître les réactions de notre corps lorsqu'on mange certains aliments, si on a des réactions. Parce que si on est encore trop inflammé, c'est comme s'il y avait trop de bruit, on reconnaît rien. Il faut faire un certain degré de silence pour arriver à reconnaître les réactions de notre corps. Et après cette 5-6 semaines, on réintroduit un groupe d'aliments à la fois, un aliment à la fois, et on observe. Donc, il y a toute une procédure de réintroduction plutôt stricte, disons, qui on suive pour être certaine que cet aliment ne produit pas une réaction inflammatoire. Et donc, au bout d'un moment, on laisse de côté ceux qui encore nous provoquent une réaction et on réintroduit dans notre régime ce qui passe. Et à la fin de ces processus d'investigation, disons, et on fait confiance au corps. Donc, on écoute les symptômes. Il n'y a rien de plus précis que cela, en fait. Il n'y a pas des examens, des prises de sang qui peuvent nous dire l'aliment qui va. Non, c'est vraiment... un ressenti personnel. Oui. Et après, donc, au bout de tous ces processus, on aura un régime qui nous permet de gérer la maladie auto-immune. Donc, l'hyperperméabilité intestinale, c'est ce qui comment dire, maintient la sollicitation du système immunitaire. Mais c'est pas l'origine même, mais ce qui permet cette hypersollicitation. Donc, si on diminue cette sollicitation à travers la paroi intestinale, alors le système immunitaire se calme jusqu'au point qu'il arrête d'attaquer nos organes aussi. Cela s'appelle rémission. Donc on guérit pas, disons,
la maladie auto-immune même, mais on amène le système immunitaire dans un état de rémission. Bon, on met la maladie auto-immune en Sous rémission. silence. Oui. OK. C'est là, c'est le bout. Donc, c'est opposé, disons, à l'approche de la médecine traditionnelle qui nous donne des immunosuppresseurs. Même tous les derniers approches et traitements à niveau des maladies auto-immunes, les thérapies monoclonales, c'est qu'ils vont supprimer une partie du système immunitaire quand même. Chose OK, qui c'est pas... et immunosuppresseur, c'est pour supprimer justement un peu de système immunitaire pour pas qu'il y ait d'attaque contre. Exactement. OK. Mais là, on arrive à le faire grâce à ceux qui en mangent. OK. Donc si je comprends bien, il y a 2 phases. Il y a la phase d'élimination qui va durer entre 4 à 6 semaines où ça va être très restrictif, pour justement, laisser, voilà, pour mettre peut-être à zéro le système immunitaire. Et après, il y a une phase de réintroduction. On va réintroduire un groupe d'aliments par groupe d'aliments et observer et voir ce qui se passe. Si ce groupe d'aliments, ça provoque rien, on peut l'intégrer. Si ça provoque quelque chose, on revient au point d'avant et on teste un autre groupe d'aliments. C'est ça? Parfait. Ju C'est jusqu'à exactement jusqu ça. et ça dure combien de temps ce réintroduction? Ça Tout, peut durer, pour chacun, c'est différent. Donc, ça peut durer des années. Ah oui, des années? Ben oui. Ah ouais? Malheureusement, oui. Si je prends mon cas, par exemple, j'étais capable de réintroduire certains aliments qu'après des années de travail. Ah, tu veux dire, c'est que, par exemple, je dis un truc au hasard, hein, les choux-fleurs, ça passe pas cette première semaine, mais peut-être que dans 1 an, je vais pouvoir remanger des choux-fleurs. Exactement, c'est ça. Ah OK, Donc, ou remanger des pizzas ou les pizzas, on espère, mais c'est toujours en difficile. plus, tu es italienne, comment tu fais pour pas manger des Ah, pâtes et dis-moi, de où je suis partie, c'était c'est pour ça que tu es partie dur. en Belgique, en fait, parce que l'environnement, il était trop tentant et Exactement. Je te cache pas qu'au début, c'était traumatique. Je ah viens ouais, du j'imagine. régime des pasta et pizza, donc, mais Ah ouais, je ne mange pas de gluten depuis 10 ans. Mais ça me waouh! coûte absolument rien parce que je sais ce qui me provoque. Chaque fois que je mange du gluten, je suis tellement malade que ça vaut pas la peine pour moi. Et est-ce que c'est possible, peut-être qu'au bout de 5-10 ans, que tu puisses remanger du gluten ou Oui, c'est alors il y a certaines patients qui sont capables de faire cela. Heureusement, OK. je suis très content pour eux. Mais en tout cas, le gluten, je n'aime pas trop en général. C'est pas un aliment qu'on devrait manger tous les jours, en tout cas. Mmh. Donc, OK. allez, quand il y a la pizza avec la mozzarella di bufala, etc. Oui, faites votre écart. Mais dans la quotidiennité, il a 5 façons différentes de percer la paroi de l'intestin. Donc, il provoque la perméabilité intestinale. Donc, s'il y a déjà un état inflammatoire, c'est vraiment pas une bonne idée de le manger régulièrement. D'accord, OK. OK, donc on réintroduit. Donc ce que tu dis, c'est que finalement, ça permet pas de guérir la maladie, elle est toujours présente, mais ça permet de la calmer. Oui, alors ça dépend de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce on Qu'est-ce qu'on veut dire signifie par guérir? avec guérison, Ah tu oui, vois? ouais. C'est l'absence des symptômes et l'absence d'attaque sur l'organe même. Donc, c'est déjà énorme. Mmh. J'ai des OK. patients un jeune homme de 30 ans qui a mis en rémission une sarcoïdose au corps en 3 mois. Donc, les systèmes immunitaires n'attaquent plus les tissus. Cela va pas dire, alors ça c'est très important, que vous êtes à l'abri d'une crise, disons, en anglais on les appelle flare auto-immune. Donc, quand le système immunitaire a une tendance à l'hyperactivité, cette tendance reste. Donc, si vous avez beaucoup de sollicitations, le système immunitaire fait son travail. Donc, s'il y a après autre couche de sollicitations telles que les infections virales ou bactériennes, il y aura une réactivation probablement. Et même avec les régimes, on ne peut pas faire grand-chose. Hein? Donc, OK. on va faire grand-chose. On sort de la crise beaucoup plus vite et on ne met pas autre couche inflammatoire dessous. Je ne OK. sais pas si je me suis expliqué avec cela, je veux dire. C'est ça. En gros, ce que tu dis, c'est que,
suivant son degré de maladie peut-être, c'est que, si on se remet à manger des choses normales, bah, ça peut se réactiver très vite et pas potentiellement enfin, ça peut se réactiver très vite et être dans un état où on est vraiment pas bien jusqu'à reprendre le régime, normal. Ben, je parlais d'une flare, d'une crise indépendante de les régimes. Disons, si même Ah, on indépendant, reste d'accord. avec les régimes, un régime on trouve, disons qu'à la fin de la phase d'élimination, on peut réintroduire les oléagineux et les œufs. Et alors, on est OK. sur un régime paléo. Pour moi, c'est un régime anti-inflammatoire très bon, hein, disons. On est là de base, mais on attrape un virus. On peut avoir une crise, donc le système OK. immunitaire peut se réactiver et recommencer à attaquer l'organe en question, mais on se sortira dès qu'on a évité le virus de notre système. Ah oui, d'accord, OK, OK. Tu Ça veut dire comprends? qu'on se met un peu plus ou moins en pause et dès que ce virus il est parti, on peut reprendre Oui. notre régime et C'est-à-dire que ça n'empêche, ça n'élimine pas, ça ne garantit pas l'absence de symptômes ou d'auto-immunité pour toujours. Ça la gère et donc ça permet, dans des conditions normaux, d'être dans un état d'absence d'attaque. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent provoquer des attaques lors de la nourriture, hors de la OK. nourriture. Mmh. OK. OK, c'est intéressant ce que tu dis, de pas sauter à la conclusion directe que c'est magique et que ça va permettre de guérir enfin bah, ça peut apporter des bienfaits, mais c'est quand même, on est quand même dans un état on va dire de surveillance continue finalement. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire un jour: «Bon, bah, ça y est, je suis libre et je peux On refaire comme, pourrait, non, c'est pas juste non plus cela. Alors, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs. J'essaie d'accord, de mentionner certaines. Si par oui. exemple, on reste sur le protocole auto-immune, une certaine période, et la plupart du temps, les résultats les mieux sont à 9 mois des régimes. C'est les pics où là, il y a Quand tu vraiment. dis 9 mois, c'est donc les 4-6 semaines d'élimination et après c'est l'observation, la réintroduction? Exactement. Donc, OK. disons qu'il y a 9 mois, on mange déjà certains oléagineux ou les jaunes d'œufs. Et là, on est dans un état de calme à niveau du système immunitaire. On est en rémission. On peut laisser tomber certains médicaments, peut-être certains pas. Donc, ça Mmh. dépend. C'est très personnel. Hein. Oui, oui, C'est bien une sûr. façon de gestir, donc de gérer la maladie. Et après, qu'est-ce que je voulais dire de beau? Tu m'avais demandé, Et oui pardon. et après oh être libre Ok, finalement alors, et de après, au bout de ces 9 mois, on commence à travailler sur la qualité de la flore et la paroi de l'intestin. D'accord? OK. Donc, pour réparer la paroi de l'intestin, il faut avoir un flore saine. Et normalement, quand on a ce type de problèmes inflammatoires, ce n'est pas le cas. Donc, on travaille sur la qualité de la flore, et que la chose la plus importante qu'on peut faire au niveau de flore, c'est ce qu'on mange, parce que on donne à manger aux bonnes bactéries, on donne pas à manger aux mauvaises bactéries, la flore change. Donc déjà, on va vers cette direction-là. À ce moment-là, quand on n'aura pas un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, on travaille, bon, je commence à travailler sur la paroi intestinale depuis le début, en tout cas, Mmh. sur la qualité de la mucose. Alors là, il y a plusieurs moyennes. Il y a des compléments qui aident à réparer la mucose. Il y a certaines bactéries telles que la Kermansia mucinifila qui répare la mucose de l'intestin. Donc, il y a plein des astuces à mettre en place pour réparer le plus possible la paroi intestinale. Il faut dire qu'aujourd'hui, les sollicitations, comme je vous ai dit au tout début, qui causent l'hyperperméabilité intestinale sont beaucoup. Donc, que ça soit seulement les ondes électromagnétiques, c'est là, malheureusement, voilà, il a un Ouais. effet. Et donc, c'est
ça dépend de la personne, de la capacité de réparer. C'est les jeunes, c'est les pas jeunes. Donc, et de se réparer à niveau cellulaire, arriver à une étape où il peut vraiment vivre en vie normale, où il devra parfois aller à l'arrière et back to square one, que c'est normalement, c'est jamais linéaire. Donc, C'est jamais, c'est là, c'est utile, on apprend, on sort avec un régime personnalisé spécifique, et on peut, voilà, dévier de la base tant qu'on peut, et quand on aura une crise, on peut les remettre en place, et revenir un peu à l'arrière pour permettre au système immunitaire de se calmer vite. Tu C'est comprends? revenir pour mieux avancer Oui. après finalement. Et ce que tu dis, c'est, du coup, c'est que c'est intéressant. C'est finalement quand je disais peut-être on parlait de guérison, c'est qu'il y a quand même une étape où on va s'occuper de reconstituer la perméabilité de l'intestin. Et donc j'imagine qu'une fois que la perméabilité elle revient, bah, finalement on est «réparé» entre guillemets. Enfin je veux dire, tout repasse normalement, tout fonctionne comme avant, Si on arrive là-bas, oui. Si on arrive là-bas, ça, c'est le résultat le mieux. Je ne te ouais, cache pas que c'est difficile, hein, arriver à cet état, mais c'est possible, oui. d'accord. Si on répare au mieux, là, on aura moins de sollicitations. On doit toujours voir qu'est-ce qu'il y a à l'origine. Ouais, Donc, s'il y a un problème au niveau des digestions, donc on manque des pH, par exemple, au niveau de l'estomac, et donc les choses ne sont pas bien digérées, c'est pour cela que la flore était en mauvais état. Il faut qu'on corrige cela aussi. Donc, ça dépend de où tout l'origine des choses est. Si on arrive tout prendre en charge et tout bien travailler, la possibilité, c'est on vit une absence de symptômes. Donc, ouais, dire que la maladie est guérie ou pas, voilà, ouais. c'est pas le bout. C'est Disons, le subjectif. bout, Ouais. c'est d'arriver vraiment à un état euh, pas inflammatoire, donc d'absence d'inflammation le plus possible. OK, il faut faire une grosse enquête finalement. C'est un vrai travail, C'est un travail, d'enquête et de recherche et sur du long terme, oui. bien plus que sur, en one shot. Tu m'as dit qu'on pouvait, je sais plus, si on pouvait, mesurer la qualité de la paroi intestinale? Enfin Il de y a la certains tests aujourd'hui qui peuvent nous donner une idée de la perméabilité, de le niveau de perméabilité, mais je ne fais pas trop confiance aux tests même parce que chacun est vraiment différent. Donc, il y a la ouais, zonuline dans les sangs, il y a les lipopolysaccharides, donc il y a des valeurs qu'on peut voir si sont hors de normes. Aussi des examens à niveau de sel ou de breath test, le test respiratoire aussi peut nous dire si le méthylacétate est bas, il y a une certaine hyperperméabilité. Il y a plein de choses qui peuvent dire ouais. c'est là, mais moi j'ai la tendance à me baser sur les symptômes Ouais. parce que Ce que je disais, pas pour rebondir à ce que tu dis, il y a j'ai eu un épisode, avec Julien, on parlait du microbiote. oui, C'était au niveau du pianto, c'était un complément alimentaire et il disait justement qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de recherches, mais que c'était encore très compliqué d'avoir des tests qui soient efficaces et objectifs ouais. parce que chacun avait ses marqueurs, chacun avait ses façons de faire et que finalement on pouvait, se retrouver avec plein de résultats et qui pouvait peut-être dire tout et son contraire donc Mais c'est tellement compliqué, et c'est vrai, et il faut l'aborder vraiment avec un certain degré de respect et d'humilité parce que on connaît qu'une fraction et certaines on commence à voir. Donc il y a un univers. Donc cette microbiote, il synthétise des vitamines pour nous, il absorbe des minéraux, il produit des acides gras à mmh. chaîne courte, il va déterminer la santé de notre système immunitaire qui est au 70-80% dans notre intestin. Ouais, Il ça a c'est fou des ça. rôles, Mmh. il détermine comment nous allons stocker les calories, donc notre poids. Elle a une importance énorme
mais on découvre aussi que sa interaction est d'une complexité magnifique. Incroyable. Donc, Ouais, ouais, ouais. qu'il y a une certaine bactérie, trop peu, c'est mauvais, trop c'est mauvais aussi. Donc, c'est tout en question d'un équilibre entre eux. C'est vraiment un univers en synergie on commence à comprendre, mais que ça sera très difficile de pouvoir contrôler complètement. Et moi, j'en suis content. Ouais. Ouais, ouais, non, bien sûr, parce qu'après, on va arriver à des on peut arriver à des dérives. Mais c'est vrai que c'est à la fois, c'est enfin, c'est fascinant et en même temps, ça fait, ça apporte une certaine, peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, c'est pas le bon mot, mais une certaine peur de se dire: «Bah, finalement, est-ce qu'on peut arriver à être dans une santé optimale où on peut arriver plus ou moins à tout contrôler et se sentir bien parce qu'on est vraiment dans dans ce qu'il faut être», tu vois? Mais Et c'est difficile. à moins peut-être de s'isoler dans une forêt, de Voilà, manger, que des donc trucs tout est frais et différent. Donc si on regarde au niveau des bactéries, par exemple, vraiment c'est un équilibre très très délicat. On peut, tu vois, parfois on commence dans certains régimes, donc on change la flore, mais après on la change trop dans la mauvaise direction, donc on cause un manque de diversité, donc on fait un dommage de l'autre côté. ouais, C'est très délicat et très compliqué. Et je trouve il faut trouver les bonnes moyennes sans trop se casser la tête. Donc, d'essayer d'avoir un style de vie sain, pas mmh, inflammatoire, d'être bien dans ses émotions, dans sa tête et que le corps, normalement suive bien. Là, on est de plus en plus sollicité. On ne peut pas nier cela. Donc, la ouais. santé optimale, voilà, c'est difficile aujourd'hui. Bye bye la santé optimale. Non, Je il faut se sentir en santé optimale. À niveau oui, physiologique, ouais. on a pas mal de défis aujourd'hui. Faut pas se le cacher. Mais voilà, comment on va gérer tout cela au mieux? Là, Faire au mieux c'est avec ce qu'on a, oui. c'est ça. Faire au mieux avec ce qu'on a. OK, c'est très clair. Donc par rapport à ce régime, est-ce qu'on bah, du coup, il peut avoir des carences, non? J'imagine si Alors, si on on tient long terme des régimes restrictifs, il peut avoir des soucis. Dans le cas des protocoles autoimmunes, pas forcément des carences parce qu'on mange des aliments qui sont très riches en micronutriments. Donc, on élimine des aliments qui sont pauvres en densité nutritionnelle et on introduit des aliments qui sont très denses au niveau nutritionnel. Donc, c'est là, les carences, c'est difficile, mais comme je te disais, au niveau de flore, il faut faire attention, par exemple, si on reste trop longtemps avec sans beaucoup de fibres et certains types de carbohydrates, on peut changer la qualité de la flore ah oui, d'un d'accord. côté qu'on ne veut pas. Donc, c'est très important d'arriver à, euh, à, à, à terminer les phases de réintroduction aussi. Donc, il faut jamais s'abandonner et dire ok bon je suis bien comme ça, je ne risque pas. OK. Il faut continuer à réessayer de réintroduire les aliments le plus possible Mmh. pour avoir la plus de variété possible des aliments qui va garantir une variété au niveau de la flore intestinale qui va garantir notre santé. Voilà. Mmh. Ouais, c'est intéressant. D'où l'importance aussi de ce que tu disais, de se faire accompagner aussi parce que, bah, tout seul, ça Oui, peut être parce qu'on compliqué a quand la même. tendance, et je le vois sur d'autres types de régimes, donc on a la tendance à se sentir bien au début et donc dire wouhou, ça y est, j'ai les régimes de ma vie. Et après, on reste sur un régime restrictif très longtemps. C'est le cas de le régime FODMAP, par exemple. Ça fait des dommages sur le long. FODMAP? Ah, je connais pas. C'est un régime pour la dysbiose à niveau de l'intestin grêle, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO, euh, qui voilà, on lit, on met en place et après, on va provoquer des carences au niveau de la flore du côlon. Mmh. Donc, tout régime trop restrictif trop longtemps ne sont pas bons. Et aussi au niveau de jeûne intermittent, par exemple, on ressent des bienfaits tout de suite,
Mais après, les femmes surtout, ils ont la tendance à rester très longtemps et faire tous les jours cet régime, tous les jours de mois, lorsque c'est pas vraiment l'idéal. À niveau des thyroïdes, on arrive à des extrêmes qui font d'autres types de dommages, disons. Donc, c'est D'accord. très important de ne pas rester sur une phase d'élimination, disons, trop longtemps, d'essayer tout le temps d'élargir la Mmh. qualité de ce qu'on mange, la variété. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pensais qu'on pouvait justement rester avec, finalement, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui nous va bien, rester avec ça et finalement, être, dans la restriction, on se sent bien et finalement ça devient quelque chose de normal. Moi, Mais visiblement non et qu'on a besoin en fait de toute une palette d'aliments et oui, en général, dans la restriction, on a cette tendance à se sentir bien dans la restriction. Et par exemple, on fait des dommages à niveau métabolique, à niveau de tout les hormones qui régulent les poids, par exemple. On commence à donner un signal au cœur signal. qui en est en survie. On reste dans cet état de survie, on fait des dégâts énormes sur tout autre système. Donc, ça devient un stress. Et très, très, très souvent, je vois des personnes qui se retrouvent après des années des régimes très restrictifs avec des déséquilibres qui sont beaucoup plus difficiles à corriger après, parce qu'on a la tendance à exagérer, quand on se sent bien, on dit mais, et au bout d'un moment, on se sent plus bien, mais on fait pas les liens qu'on a exagérés. OK. J'ai une question super importante, Michaela. Est-ce que, du coup, régime sans pizza et pâtes, ça peut provoquer, des choses, importantes pour À toi niveau après? mental, beaucoup. À niveau de Moi, je suis parti bien-être. voir un psychologue, Moi, je dis tout le temps, si je pouvais, je mangerais de la pizza, au moins quand je suis en Italie. Je ne suis pas, Ouais, je suis pour nous faire du bien sur tous les niveaux. OK, Et les plaisirs qui ça vient de la nourriture, c'est très important. Donc, il faudrait jamais se priver de cela complètement. Donc, ça OK. dépend. Voilà, moi, malheureusement, je suis un cas où je n'ai pas encore cette possibilité, mais je dis toujours Tu désespères à pas? mes enfants, un jour, je vais manger un pizza. Ouais. L'objectif. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est comme le sucre aussi, j'imagine, dans ce régime, c'est pas de sucre parce que c'est Pas de inflammatoire sucre et rapide. Les sucres, c'est important aussi. De bons sucres sont très importants. ouais, donc des On les fruits, démonise, voilà, les légumes racines sont très importants. On a cette tendance à démoniser les sucres, on mange pas les sucres, après, c'est lourd sur le métabolisme. La thyroïde ne fonctionne pas bien s'il n'a ah pas oui, s'il y a pas de sucre? d'insuline. Ouais, elle a besoin d'insuline pour transformer la T4 en T3, par exemple. OK, Et d'accord. donc, autre erreur qu'on fait, c'est aller trop bas avec les sucres, on n'est plus à manger. Et là, on commence à faire des dommages de l'autre côté. Ah ouais, c'est C'est tout intéressant en ça, question parce de que bon équilibre, en fait. donc on peut manger des sucres, enfin voilà, qui viennent de fruits et légumes et éviter tout ce qui est industriel et les choses C'est transformées, cela, mais voilà, c'est la qualité, le type de sucre qu'on mange. Donc, le mmh, sucre rapide, tout ce qui est blanc, farine blanc, sucre blanc, c'est jamais une bonne idée. Mais les OK, sucres lents qui avec les carbohydrates amènent des micronutriments, ceux-là sont très importantes. OK, Faut pas s'en passer. OK, OK, c'est clair. Très bien. Est-ce que tu as, du coup enfin, toi, du coup, tu fais toujours tu es en mode réintroduction en ce moment, du coup, j'imagine, toujours? Je suis, oui, Heu, ouais. ouais, donc j'imagine le avant, après, il est quand même flagrant? Enfin, par rapport à ce que tu étais avant, maintenant tu arrives, plutôt bien à vivre. Oui. Voilà Ça, et oui. Ça dépend et parce est-ce que les défis deviennent de plus en plus. Donc, c'est vrai que mon équilibre, j'ai eu beaucoup de hauts et ouais, de bas. c'est l'ascenseur émotionnel et est-ce que dans les patient du coup, qu'est-ce que tu dans les patients que tu accompagnes, est-ce que tu as
des exemples de personnes qui ont réussi à s'en sortir, je sais pas, peut-être avec quel type de pathologie ça fonctionne très bien et des exemples de personnes que tu accompagnes qui ont Oui, alors, avec le protocole auto-immune, tu dis, en ouais, général? ouais, J'en ai plein. ouais, Je mentionnais Bastien, qui m'écoute, qui a 30 ans, il a mis en rémission une sarcoïdose au cœur. J'ai Yves, qui souffrait de la maladie de Crohn et qui maintenant, elle va très bien. OK. J'ai plein de patientes avec Hashimoto qui sont arrivées à le mettre en rémission. Donc, il y a vraiment, oui, j'ai Donc beaucoup de gens qui ont eu des énormes résultats au niveau d'auto-immunité. est-ce qu'au contraire, il y a des gens où ça fonctionne pas Oui, il y ou a qui ça arrivent pas? aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a des gens qui trouvent euh, très difficile d'arriver à leur propre équilibre et que donc l'effet que le régime est restrictif au début, c'est trop lourd et ça cause un stress et donc ça rentre dans l'apport à l'arrière, Mmh. donc ça vaut pas la peine. Parfois, c'est mieux trouver un compromis et donc, par exemple, aller dans un régime paléo et si, voilà, c'est nécessaire, je fais comme ça pour ne pas aller trop loin dans la restriction et que les gens se sentent frustrés, qu'après n'arrivent pas à suivre. Donc, oui, j'ai beaucoup de patientes aussi qui n'arrivent pas à mettre en place parce que c'est très contraignant au début. Ouais, ouais, Normalement, ça ne dure pas longtemps, la phase contraignante. Les gens qui vont les pires sont ceux qui sont plus prêts à faire des efforts, clairement. Donc, ouais, et ça lui arrive moins difficile. OK. Les gens qui ont moins de manifestations symptomatiques ou moins graves, ça devient plus difficile d'arriver jusque-là. Et alors, parfois, on trouve des compromis vivables. Ouais et puis tu parlais du stress, j'imagine qu'en plus de ça, on peut intégrer des j'en sais rien, des exercices de respiration, de méditation, faire du sport, Super tout ça pour important. aussi, réguler, l'aspect stress, en l'occurrence. Super important. Je trouve que là, vraiment, je ne sais pas te donner un pourcentage, mais je trouve que les stress prolongés, c'est à l'origine de beaucoup de dysfonctions que je vois, à niveau de hormonal, à niveau d'appareil digestif, de flore intestinale. L'origine c'est le fait qu'on est tout le temps dans un état de fight or flight, donc dans un Ouais, état de survie. Et on n'arrive pas dans l'autre état parasympathique, rest and digest, où on peut digérer, par exemple, et dormir. Et quand on tient ce type d'état trop longtemps, alors il a des répercussions très fortes sur les systèmes digestifs en particulier. Je le vois, je le vois très, très souvent. Donc, c'est hyper important de travailler sur le stress. sur le stress, ouais. OK, ouais, donc le stress, ouais, c'est le mot, actuel, où tout le monde est stressé ou même on est des fois, on est tellement stressé, mais on s'en rend pas compte parce que c'est devenu, normal. C'est Je ça, c'est ça. J'ai ça plein c'est de gens qui me disent, oui, mais je dors pas. Oui, mais c'est normal. Ou, non, c'est pas normal. ouais, Mais OK. OK, ça marche. ça Tu parlais d'autres régimes, régime paléo. J'avais une question, c'est quoi les différences? Parce qu'il y a tellement de régimes. mmh. Finalement, j'en sais rien, je pense au régime cétogène aussi qui doit te parler. Tu as le régime paléo, tu as le régime du coup que je découvre, IP, auto-immune. Peut-être tu vas avoir le régime, j'en sais rien, feuille de salade. Enfin bref, il y a plein de Il régimes y a plein. et qu'est-ce qui va et alors on va vanter les mérites, par exemple là le dernier que j'ai pris connaissance, c'est le régime cétogène ou même paléo que je connais un peu moins. J'aimerais bien d'ailleurs, en parler, mais pas dans cet épisode, mais dans un peut-être un Mmh. autre épisode. Mais, heu, voilà finalement, pourquoi l'auto-immune et pourquoi pas, le régime cétogène ou Alors, paléo ou le cétogène est différent de le paléo. Avec le cétogène, on va vraiment très bas avec les glucides, les carbohydrates, donc c'est vraiment 20 grammes par jour au moins, donc c'est vraiment très bas en carbohydrates.
lorsque le paléo n'est pas comme ça. Donc, les deux sont des régimes qui sont riches en protéines et graisses de bonne qualité, sans doute. Mais le paléo, la différence, c'est qu'on ne va pas en keto, on reste avec, on apporte des carbohydrates bonnes, plutôt les cas parfois nécessitent pas mal, 25% de calories qui arrivent des carbohydrates dans la norme. Donc, n'élimine pas les glucides et les régimes cétogènes va par contre très très bas avec les glucides. Ce qui, comme je t'ai dit, à niveau des kétogènes, elle est très intéressante dans certains cas et certaines maladies spécifiques, type les dysfonctions hormonaux, ça marche très bien quand on a de l'hyperestrogénie. Mais quand on arrive à le maintenir trop longtemps, ça peut avoir des effets négatifs à niveau des flores intestinales et au niveau des hormones même. Donc, Ah oui? oui. D'accord. Oui, parce que le corps, surtout le corps de la femme, a vraiment besoin d'insuline pour marcher. L'insuline, il faut la produire. Donc, il y a plein des enzymes qui transforment les hormones qui sont insulinodépendantes. Donc, l'insuline est importante, mais il faut la produire de façon équilibrée. Donc, il y a plein de dysfonctions qui sont liées à la production d'insuline qui n'est pas bien régulée. Donc, c'est là, c'est la côté mauvaise d'un régime kétogène sur le long terme. Les paléos est la porte d'entrée pour les protocoles auto-immuns. Donc, il est un régime anti-inflammatoire. Il ne prévoit pas des céréales. Donc, il est très riche en protéines animaux et graisses de bonne qualité, un peu comme le kétogène, mais n'élimine pas les carbohydrates, au contraire. Donc, il met l'accent sur des carbohydrates de bonne qualité, tels que les fruits et les légumes racines surtout. Donc, pas la pomme de terre, parce que là, c'est autre question. Parfois, il faut l'éliminer, parce que ça fait partie d'une famille de légumes qui s'appelle solinacées, qui peuvent provoquer des réactions au niveau des systèmes immunitaires. Mais on les réintroduit aussi. Ça dépend. Donc, les paléo, parfois, on les laisse, parfois, on les laisse pas. Et par rapport au protocole auto-immune, il prévoit les oléagineux et les œufs, qui ont un intérêt très grand à niveau nutritionnel. Donc, c'est un régime très complet, anti-inflammatoire, je trouve. Pour moi, c'est la base pour tout, c'est la porte d'entrée, en fait, pour tout type de maladies inflammatoires. Un régime paléo, c'est des bons compromis normalement. D'accord. Une bonne porte d'entrée qu'après on peut un peu changer selon la condition spécifique, mais je le trouve adapté à la plupart des problèmes de santé OK. aujourd'hui. Mais encore une fois, pas toute une vie, quoi, juste pendant une période Les et paléos, on pourrait, si bien on pourrait toute la fait, vie? OK. c'est là, on pourrait vraiment le faire pendant toute une vie. Ah d'accord, Mais OK. peut-être avec quelques modifications. Par exemple, on laisse un Ouais, peu des riz blancs, que d'accord. normalement ce n'est pas inclus, pour s'assurer que les protéines, que les carbohydrates sont suffisants. Donc voilà, Mmh. OK. ça dépend. C'est là Ouais. on peut. C'est un régime très sain et OK. très très riche en micronutriments. Donc les 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 défis, c'est toujours trouver le bon équilibre dans ce qu'on mange tous les jours. Ça peut dégrader notre biologie ou l'améliorer. Donc, ce que Ouais. nous donnent les micronutriments pour réparer notre corps. Ouais. C'est là, c'est un OK. régime très riche en micronutriments qui font ça. OK. OK, super intéressant. Donc arriver à trouver le bon équilibre, c'est 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 pas évident, mais OK. Le régime paléo, je creuserai un jour. Je serais curieux, on pourra peut-être en discuter ou on va Avec voir. plaisir, oui. En Je le conseille à tout le monde, en fait, comme régime. OK, c'est donc si on devait recommencer finalement par un régime, ce serait le régime paléo, quoi. Moi, Sauf si on a, voilà, on a des cas
particulier, des maladies inflammatoires très fortes ou les maladies auto-immunes, on irait sur le protocole AIP, auto-immune. Mais par contre, sinon, voilà, le paléo, ce serait un régime de base selon toi, pour, Qui s'est adapté à la plupart la plupart des des gens? conditions ou pour trouver une santé optimale si on n'a rien, oui. D'accord, et le régime keto, pour certains types de pathologies et un certain temps? Oui, c'est un certain temps surtout, pas trop long terme et pour certaines pathologies seulement. Quand tu dis pas trop long terme, je sais pas si tu as la réponse, mais enfin, c'est quoi? C'est une histoire de mois? Enfin de semaines, d'années? Bah, des mois, C'est je ça? dirais, parce que, par exemple, pour rééquilibrer à niveau hormonal, je ne sais pas, Oui, ouais. c'est normalement, il faut au moins 3 mois. Donc, c'est là, on peut parfois les mettre en place pendant cette OK, période. Et OK. après en sortir, quoi, petit à petit. Mmh. OK. Mais Heu, pas très longtemps, oui. Pas au-delà des 6 mois. Ben, on peut avoir des changements de flore très très vite, hein. Dans quelques semaines, on peut changer la qualité de notre flore. en quelques semaines, Ouais, ça se change. ouais, OK. ouais, drastiquement. OK. OK, c'est clair. Je réfléchis si j'avais peut-être une autre question, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce que, peut-être très brièvement, on peut dire en vrai, les grandes lignes de peut-être les types d'aliments qu'on peut en gros, peut on l'a un peu dit, mais Mmh. dire en gros qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on doit éviter et après, voilà, quand la réintroduction, est-ce qu'il y a un ordre, particulier ou pas Oui. spécialement? Alors, de les régimes auto-immunes, hein, on parle. Oui, 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 oui. Alors, Ouais. dans les régimes auto-immunes, on élimine alors tous les céréales, même sans gluten. Donc, on élimine les graines, les oléagineux, les légumes, les solinacées, qui est ce groupe des légumes chargés en lectine, de la pomme de terre, les tomates, l'aubergine, les poivrons rouges. Les Ah tomates, oui. oui, ouais, ouais, malheureusement, euh, ça aide. On élimine les œufs aussi. Donc, à la base, on reste avec des protéines animaux de bonne qualité, des légumes verts de bonne qualité, le plus possible, le plus variés, et des légumes racines, donc tels que les panais, la patate douce, la courge, le potimarron, etc., riches en bonnes euh, carbohydrates. Donc, il faut dire que si les personnes sont malades et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre de poids, après, on doit mettre en place d'autres astuces. Et parfois, je laisse les riz blancs parce que très souvent, j'ai des patients qui ne peuvent pas se permettre de perdre de poids. Parce que clairement, pendant la phase d'élimination, un peu de perte de poids Ouais. est là. Mais après, normalement, on reprend les poids très vite. Après, on recommence à introduire, j'aime réintroduire les jaunes d'œufs comme premier. On laisse le blanc d'œuf d'un côté le plus long possible parce qu'il est un transporteur. Donc, s'il y a une dysbiose, il va prendre les bactéries et les transporter de l'autre côté de la paroi. Donc, je préfère ne pas l'avoir. Et après, j'essaye encore de certaines noix, telles que les macadamia, après Mmh. les amandes. Donc, il y a toute une procédure D'accord. spécifique. Donc, il faut manger une fois une petite quantité de l'aliment qu'on réintroduit, attendre 3 heures, après à manger un tout petit peu plus, après attendre 3 jours sans rien d'autre à réintroduire. Ah oui, d'accord, ouais, Et OK. après, il faut les réintroduire quelques fois par semaine au moins pour voir la réaction. Donc, c'est un Mmh. peu compliqué, mais voilà. Et les fruits, c'est à quel moment? Parce que tu t'as dit on élimine tous les fruits Non, au non, non, début? les fruits, on laisse. Tous les Ah! fruits et tous Ah les OK, en légumes, fruits et légumes, on on laisse. laisse. Oui, 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 oui. Sauf poivrons, tomates, est-ce que Aubergines, je mets oui, aubergines, oui, voilà et et pommes de terre, OK, exactement. OK, Et après, d'accord, on réintroduit cela aussi, d'accord. indépendance de les problèmes. OK, OK, très clair.
c'est clair. Ah oui, oui, Donc donc c'est quand même assez restrictif et après ça peut être aussi très frustrant parce que, on doit aller petit à petit, être en surveillance et c'est oui, OK, ouais, et c'est après pas ça le plus prend agréable, quoi. ouais, pardon, ça prend pas mal d'organisation aussi parce que il faut avoir les ingrédients à la maison pour faire quelques substituts. Donc, quelque chose d'important, c'est au début, par exemple, avoir un substitut de pain. Parce que sinon, on n'a plus rien. On n'a pas de cracottes. Donc, Ouais, il faut, voilà, repérer un certain type de farine, type l'arrowroot ou tapioca et OK, se cuisiner, faire des petites préparations. Donc, au début, ça peut être frustrant aussi parce que ça implique un certain degré de travail ouais, aussi, mais pas nécessairement. Donc, mon cas, par exemple, je n'ai jamais rien préparé. Je n'aime pas, je ne devrais pas le dire parce que je suis thérapeute, mais je déteste cuisiner. Je ne cuisine pas. Et donc, je fais des choses très, très simples. Donc, je mets au four, à la poêle, et pour moi, plus de 10 minutes de préparation, c'est déjà OK, trop. Et j'ai bien survécu pendant 10 ans. C'est possible de faire comme ça d'accord. aussi. Mais Donc c'est prendre et arriver à prendre des bonnes habitudes, quoi. C'est ça qui est difficile au début. c'est toujours avec un changement. Il faut familiariser avec les nouvelles choses, les ingrédients, etc. Et dès que ça devient une habitude, c'est facile. Mais le OK. début, c'est difficile dans tout type de changement. Et c'est là, oui, je ne cache pas, c'est quand même un grand changement. Et la plupart du temps, je n'arrive pas à le mettre en place tout de suite. Hein. Ouais, Parce que si j'ai un patient qui arrive et qui mange du gluten 3 fois par jour, déjà, etc., ouais, pour l'amener là-bas, il faut du temps. Donc, on commence ouais. doucement et on travaille. Voilà, parfois c'est pas possible. Ça Mmh. dépend. OK, OK, c'est très clair. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce régime. J'aimerais enfin, tu vas me dire si c'est le cas ou non, mais en tout cas, j'ai envie de terminer, avec, peut-être une question qui est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce régime? Est-ce qu'il est vraiment connu? Il est pas connu? Est-ce qu'il commence à être connu? Est-ce qu'on en parle ou ça reste une niche? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? C'est absolument pas connu. Peut-être aux États-Unis, ça commence à être de plus en plus connu, mais ici en Europe, vraiment pas. Et surtout, ce qui est triste, c'est que dans le cas des maladies auto-immunes, on prend même pas en considération la nourriture. Dans des maladies inflammatoires du côlon, la maladie de Crohn, la réticolite hémorragique, par exemple, on dit aux patientes, non, vous ne devez rien faire à niveau des régimes, lorsque ça peut vraiment changer les choses. Donc, pas seulement les régimes AEP n'est pas connu, mais la nourriture n'a aucune place Ah dans le ouais, processus de de guérison guérison. de maladies inflammatoires. Ah, Donc, c'est fou ça. c'est dommage. Mmh. Parce que c'est pas nécessaire aller jusqu'au protocole auto-immune. Là, c'est vraiment une maladie, un régime spécifique que, voilà, on met en place dans certains cas, mais un régime anti-inflammatoire de base, ça pourrait aider énormément dans la plupart des maladies. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, vu qu'il y a une épidémie de maladies inflammatoires, dit chronique, voilà, je n'aime pas le mot chronique parce que c'est comme une sentence de morte, a death sentence. On va jamais s'en sortir, c'est pas vrai, c'est là non Ouais. plus. Là, Ouais. c'est possible de corriger tout cela. Donc, Ouais. Non, c'est assez fou ce que tu dis parce que tu es pas la première personne qui le dit. C'est que, on met pas il y a pas vraiment de place, un médecin ne va pas parler de régime, alimentaire. Enfin, pas spécialement, moi qu'il ait peut-être des connaissances, qu'il ait creusé de ce côté-là, mais sinon c'est pas vraiment le truc le plus dominant, quoi. c'est Ça dommage, c'est vrai, et ouais. je ne comprends pas comment on peut encore s'en passer, surtout que maintenant on comprend à quel point
la flore intestinale, par exemple, a un impact sur la santé de Ouais. notre système immunitaire. Que ça soit que sur ces-là, comment on peut... Alors, on a de plus en plus de défis au niveau des virus tous les jours. Comment on peut aider le système immunitaire? Mais à partir de notre intestin, sans doute, et encore, on ne parle pas de ça. Ouais. Ah, c'est OK. C'est assez incroyable, effectivement. Tiens, est-ce que tu as des personnes qui ont eu enfin, le rapport, est-ce que ce régime-là avec le Covid, tu vois des observations Oui, ou? Parce que je absolument. te dis ça parce que l'épisode d'avant, j'étais avec le docteur, Lisbeth et Euh, avec qui on a parlé du Covid long. oui, D'ailleurs, oui, merci à elle oui, de nous avoir présenté. effectivement, je travaille avec elle et donc je prends en charge des patients qui ont le Covid long et on met en place effectivement une combinaison de les régimes auto-immunes avec un régime bas en histamine. Parce qu'avec le Covid long, on a une activation des mastocytes plutôt importante. Donc, si tu t'imagines déjà, le protocole auto-immune est très restrictif. On va Donc, vraiment arriver à la feuille de salade, hein. non, c'est juste très difficile de faire le choix parce que les histamines sont très présentes dans ce qu'on mange. Donc, on arrive là aussi à faire un compromis. Mais ce que j'observe finalement, c'est que c'est beaucoup plus efficace regarder au processus auto-immune, donc à la sollicitation qui arrive au mastocyte, donc qui active le mastocyte à travers la paroi intestinale, qui est les histamines même. Donc, c'est parfois on met en place que le régime auto-immune, ça calme les mastocytes de Mmh. façon OK. beaucoup plus efficace qu'un régime bas en histamine. Donc, OK. on fait en combinaison. Et donc, j'ai un protocole des 12 jours, disons, très restrictif, mais ça dépend vraiment de la personne. Sinon, D'accord. on parle et on met en place différentes choses. Mais OK. sans doute, ça aide énormément parce que tu t'imagines, là, autrefois, c'est les régimes, les systèmes immunitaires qui n'arrivent plus à se calmer. Donc, qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire pour aider le système immunitaire à se calmer? On peut lui donner les outils pour se renforcer grâce aux micronutriments et on peut enlever les aliments inflammatoires. OK. Donc ouais, c'est intéressant et en plus, c'est pas tu pas les choses de manière, entre guillemets «bête» et comme un robot. C'est quand même tu écoutes l'histoire du patient et tu t'adaptes et tu cherches des solutions qui puissent être adaptées en essayant de prendre en compte, toute son histoire et tout le contexte, dans C'est lequel il très, évolue. très différent avec chaque personne. C'est très, très individualisé. Chacun est différent. Et c'est vrai que c'est un travail très, très personnalisé. Surtout avec le long Covid, parce que les gens vont très mal. Donc, les jeux entre les degrés d'effort qu'on peut faire, et voilà, et l'état mental, c'est important. Donc, c'est très délicat. D'accord. OK, très clair. J'ai peut-être est-ce que je peux te poser une dernière question Vas-y, je suis là. On a un peu parlé, après je pense que voilà, on aura fait un bon petit tour, c'est la place du jeûne. On en avait un petit peu parlé en Oui. off. Tu m'avais dit que tu allais, parce que je t'avais demandé si est-ce que le jeûne, ça peut être aussi un moyen de restaurer, sa flore vu que finalement Alors, on n'alimente pas, donc il a le temps de se régénérer. oui, alors c'est pas que ça. La chose la plus intéressante pour laquelle le jeûne est efficace, c'est pour ce qu'on appelle apoptose. Donc c'est le processus des suicides des cellules qui sont malades. Hein. Donc par exemple dans le cas du Covid, un des mécanismes avec lesquels les virus affectent le corps, c'est à niveau mitochondrial. On n'a plus les comment dire, les substrats pour faire l'énergie et on n'a pas d'oxygène non plus aux tissus et aux organes. Donc, la mitochondrie, qui est l'usine de la cellule, Mmh. souffre énormément. Donc, elle est coincée dans un état de survie et euh, pas performant. Elle produit les calories en forme anaérobique et donc pas aérobique, donc beaucoup moins performant.
D'accord. et entraîne un état inflammatoire. Et donc, cette cellule, s'il reste dans cette fonctionnement, ça reste cet état inflammatoire comme ça. Les jeunes aident à faire ce processus où la cellule qui n'est plus capable de fonctionner meurt et se suicide, elle. Donc, c'est une des moyens les plus efficaces pour faire un reset à niveau cellulaire. Donc, c'est pour cela que D'accord. c'est très intéressant. Et je le trouve très efficace aussi dans les cas d'activation des mastocytes, parce que si on ne donne pas des sollicitations aux mastocytes, là, ils vont se calmer. Hein. C'est un peu Ouais. plus compliqué que ça, parce que le mastocyte, pour se régénérer, prend 6 mois, mais donc on peut pas jeûner 6 mois, mais Oui. disons sur une partie de la journée pour les maintenir plus calmes, oui. Donc, et oui, c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, si quand on mange dans la fenêtre où on mange de la bonne nourriture, on aide à changer la flore intestinale aussi. Donc, ça peut avoir beaucoup de bienfaits. Aussi, au niveau de gestion de l'insuline, qui est très souvent un problème avec toute pathologie inflammatoire chronique. Mais il faut pas exagérer non plus. Donc là, la tendance, c'est qu'on commence, on se sent bien, et après, on continue. Et c'est pas bon, comme je te dis, à niveau des flores intestinales, pas du tout, mais aussi à niveau de régulation de l'insuline, on commence à avoir trop peau. Et après, les femmes peuvent vraiment amener la thyroïde à ne pas marcher trop bien, et donc à compenser. Et c'est pas la même chose, par exemple, pour une femme dans tout son cycle. Donc, ça serait, par exemple, bien de déjeuner dans la première partie du cycle, mais pas la dernière. Donc, Ah ouais. c'est pas toujours la même chose. C'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris dedans à tenir en considération. Donc, c'est un outil très efficace, mais il faut bien savoir l'utiliser dans les bons degrés et les OK. bons moments. OK. OK, super. Bah, très intéressant. Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense on a fait un bon petit tour. Je vois l'heure, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est Ah oui, je ensemble. n'ai pas rendu compte, moi. C'est super enrichissant. Est-ce que, voilà, avant de passer à la conclusion, tu aurais aimé rajouter quelque chose ou un truc qu'on n'a pas dit ou voilà, selon toi, Non, je veux juste souligner, voilà, faites expérience de le pouvoir de la nourriture sur votre état de santé. Je vous invite à essayer et OK, voir et ressentir, parce que c'est parfait. vraiment très puissant. Voilà. OK, super. Très bien. Aujourd'hui, aujourd'hui donc tu accompagnes des personnes. On peut te contacter. Tu fais ça en visio? Je Tu en fais un présentiel? visio et un présentiel, donc ils peuvent aller sur mon site www.michelaformis.com et OK, je mettrai les liens dans la description. merci. Et oui, je préfère un présentiel si c'est possible, au moins la première consultation, parce qu'il y a tout autre type d'interaction, mais sinon je fais aussi beaucoup de consultations en visio avec la France, en fait, en ces moments en particulier, donc l'Italie. Donc Ah oui, ça reste une façon, voilà. OK, ça marche. Parfait, bah, je mettrai tout ça dans la description. Pour terminer, je vais te poser quelques petites questions. L'idée, c'est juste de répondre de façon très Oui. spontanée et sans te prendre la tête, histoire de terminer et de faire la conclusion finale. Heu, tu prête? Je sais pas, là, tu me fais peur. Plutôt pâtes ou pizza? Non, Pizza. pizza forcément. Comment tu te décrirais en un mot, Meike? Euh, eh ben, je le sais en anglais, resilient. Resilience. Mm. Résilience. Ouais. Voilà pour, ça. Mm. OK. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? Mes enfants, les petits moments de bonheur avec eux, c'est ma joie Qu'est-ce au quotidien. C'est beau les enfants, c'est vrai. Ouais. C'est pas la première personne qui me dit ça. Tu as des Faites des enfants, gosses. Liron, ou pas?
Non, pas Pas encore. encore. Bon, tu te mets au Non. travail alors. Allô, travail. Petite idée. Yes, c'est, en réflexion, Oui. en projet. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse? Euh, alors, je, cro- je crois dans le pouvoir de notre pensée. Je crois dans notre pouvoir d'auto-guérison et ouais, dans notre force intérieure. OK. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ne doute pas, ça va aller. Ça va aller. OK, C'est dur, mais ça va aller. chouette. Et si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, ce serait qui et pourquoi? Ah, j'aimerais beaucoup prendre un café avec Zach Bush. Zach Bush? Zach Bush, oui, c'est un médecin américain que j'adore et qui a une vision sur surtout en fait, à partir de la cellule à l'univers entier, que je regarde avec beaucoup d'attention et que j'adore et que j'aimerais avoir un café avec lui. OK, Zach et plus loin Bush. Bush, ouais. OK, OK, ça marche. Regardez-le si vous n'avez, si vous ne Ouais, connaissez pas. je vais regarder ça. Il est génial. Un livre que tu recommanderais ou que tu offrirais Alors, à tout le monde? bon, mon livre préféré, c'est la Divina Commedia de Dante, donc c'est très classique. OK. Ouais, je reste, ça reste Ouais, un de mes favoris. je l'ai pas lu, mais OK, merci pour la référence. Et enfin, un dernier conseil ou une leçon que tu as envie de partager? Alors, comme je vous ai dit, faites expérience, faites des essais avec, ne prenez pas les choses comme données. Être en santé, en plein santé, c'est possible. Euh, essayez à manger bien, à mettre tout le nécessaire dans votre assiette tous les jours et voir la différence que peut faire dans votre quotidianité. Je vous invite juste à essayer. Voilà. OK, parfait. Écoute, merci beaucoup, Michaela Formis. Oui, merci à toi. C'était super intéressant, enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, donc merci beaucoup et Merci à toi. je suis sûr que ça va être le cas aussi pour les auditeurs et auditrices qui sont restés jusqu'ici. Donc je vous invite à, bah, voilà, voir ses travaux, à la contacter, si vous avez besoin et puis, puis si vous avez aimé aussi à partager l'épisode et à mettre une note positive. Comme ça aide à faire découvrir, cet épisode et l'émission à des personnes qui en auraient peut-être besoin pour découvrir des nouvelles pistes. En tout cas, je suis très content parce que, c'est encore une nouvelle piste à explorer pour les personnes qui ont ce type de maladie, une nouvelle piste à essayer. Je pense déjà à des personnes à qui je veux partager, tout ça parce que, ils en sont dans le besoin et je pense que ça peut être, voilà, quelque chose à C'est comme explorer. ça que ça Donc marche, voilà, en passant le message petit à petit, c'est ça. comme ça. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire pareil, à partager et puis, merci encore pour ce que tu fais, Merci à merci toi pour tout. de le partager et de sensibiliser les gens sur tout cela. Je trouve que c'est très important. Ouais, Voilà, merci. on fait au mieux et puis écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un vrai café, Avec plaisir. Je en vrai cette viendrai fois-ci. à Marseille. Je veux pas dire autour d'une pizza, pas encore, mais autour d'un café en tout cas ou d'un thé, Mais avec grand plaisir. avec plaisir, Liran. Merci beaucoup. À à bientôt, À Michaela. bientôt, Liran.